Aujourd'hui, Air Miles change de cap. Le programme de 1000 a mal joué ses cartes. Je suis pas capable de réserver avec vous. Merci de patienter. Pas de cours arrière pour ses propriétaires. Quand on dit qu'un dossier dérape, là, ben ça, il y a des rapides à plat. Et un taxi qui vous mène en bateau. Bienvenue à La Facture. Depuis des années, des milliers de caissières et de caissiers nous posent toujours la même question. Avez-vous la carte Air Miles? Derrière cette question, il y a une idée de génie, un plan de communication qui a rejoint des millions de clients. Mais des millions de clients, ça a du poids. L'entreprise vient de s'en rendre compte. Je suis agent de voyage moi-même et puis j'ai jamais trouvé une situation aussi aberrante que celle-là. C'est des histoires d'horreur qui n'ont pas lieu d'être. Et puis, il faut savoir que l'impression que laisse un programme de loyauté, elle est très, très rapide. Parce que j'aimerais ça que vous compreniez que moi, depuis le 2 septembre, que j'essaye de réserver un voyage avec vous et je suis incapable de réserver un voyage. Merci de patienter. Je t'aboute. Loyalty One, cette compagnie qui possède Air Miles, annonce en 2011 qu'elle élimine à compter du 31 décembre 2016 tous les 1000 qui ont plus de 5 ans d'existence. Revirement le 1er décembre dernier, elle annule sa politique. Mais des milliers d'adhérents avaient déjà essayé d'échanger leurs 1000 en vain. C'était le cas pour Joanne Jalbert, qui détenait 21 950 000. J'ai accumulé plusieurs Air Miles en vue de pouvoir me faire payer un voyage, dans le fond, avec ces Air Miles-là que j'ai accumulés. Madame Jalbert pensait que l'échange de ces 1000 se ferait facilement en un rien de temps, comme c'est le cas pour les récompenses Air Miles que l'on commande sur Internet. Mais les forfaits voyage tout inclus dans le Sud et les croisières ne peuvent se régler sur le site web d'Air Miles. Elles doivent se faire au téléphone avec des agents de voyage pratiquement inatteignables qui fonctionnent sur rendez-vous. Appuyez sur le 2. Moi, j'ai commencé le 2 septembre. Je les ai appelés. Et puis, j'ai attendu des heures et des heures au téléphone. Ça a duré ça 2 semaines. Au revoir. 2 semaines de patience et d'acharnement pour se faire dire qu'elle s'adresse à un agent du service à la clientèle. Elle devra se démener encore des semaines avant de joindre un agent de voyage d'Air Miles, le seul autorisé à échanger ses 1000 pour un voyage dans le Sud. Alain Davied a vécu une expérience tout aussi pénible en août dernier. J'ai communiqué avec à peu près 13 personnes. J'ai attendu entre 6 heures. Le plus que j'ai attendu, c'est 6 heures. Une autre fois 4 heures. Et en général, c'était 2 heures. Ce qu'il faisait, c'est qu'au bout de cette attente, il disait, par exemple, si j'arrivais à 5h30 de l'après-midi, il me disait, on s'excuse, mais la ligne d'attente est trop longue et on ne pourra pas vous prendre. Et c'était fini. Donc, il fallait que je raccroche. Le 27 septembre, soit 25 jours après son premier appel, une agente de voyage rejoint enfin Mme Jalbert. Elle lui parle des différents forfaits encore disponibles. Et puis, elle m'a donné des choix, puis elle m'a dit, écoutez, prenez une décision, puis elle dit, vous avez juste à rappeler, et puis à ce moment-là, on réservera le voyage. Suite à ça, j'ai pris ma décision une semaine plus tard, puis j'ai tenté de les appeler à tous les jours pendant 2 à 3 semaines. Bonjour et bienvenue au programme de récompense Air Miles. Je me butais toujours à un représentant du service à la clientèle qui, lui, pouvait pas réserver le voyage. Cette grogne-là, elle n'avait pas lieu d'être. Franck Ponce est professeur de marketing à l'Université Laval. C'est quand même assez étonnant, très honnêtement, pour une compagnie comme Loyalty One, donc qui est derrière Air Miles, qui est une compagnie qui vit des données, qui vit du contact, que ce soit avec les détaillants ou les consommateurs, et qui est honnêtement, généralement, très bien structurée, très bien organisée. Pourquoi on a mis le consommateur dans une situation d'urgence qu'on ne peut pas gérer? Alain Davied a finalement réussi à échanger ses 9 783 000 pour un voyage à Cuba. Mais il est parti 3 semaines plus tard que prévu. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai été obligé de reporter puisque je n'arrivais pas à réserver. Donc, j'ai dû reporter au moins 2 fois mon voyage. Depuis l'annonce d'il y a 5 ans, Loyalty One aurait pu prévenir plus souvent ses adhérents que la date fatidique du 31 décembre approchait et qu'il était nécessaire d'échanger rapidement leurs 1000 Air Miles. Et eux disent qu'ils ont envoyé des lettres à tout le monde. Je n'ai jamais rien reçu, que ce soit par courriel ou que ce soit par la poste. Je n'ai jamais rien reçu.
Agir comme ça, c'est se tirer un peu dans le pied. Encore une fois, c'est une compagnie, Air Miles ne vend rien, c'est bâti sur du relationnel. Là. Le problème qu'il y a actuellement, c'est que la relation, elle est endommagée pour de nombreuses personnes. Air Miles a refusé de nous accorder une entrevue à la caméra. La compagnie nous dit qu'elle ne s'attendait pas à autant d'activités de la part des adhérents si tôt dans l'année, ce qui entraînait des temps d'attente inacceptables. Oui, madame. Madame, le représentant à la service à la clientèle, il m'a vraiment mentionné que j'étais pour parler à un agent. Un mois et demi après son premier appel du 2 septembre, Joanne Jalbert tente toujours de rejoindre un agent de voyage d'Air Miles. Puis là, je me reprends encore que je suis encore au point de départ du 2 septembre, que je suis pas capable de réserver avec vous. Madame Jalbert avait pourtant un rendez-vous téléphonique avec un agent de voyage d'Air Miles le jour de notre entrevue. Sans succès. On la ramène encore une fois au service à la clientèle. On va s'arrêter là parce que ça revient toujours du pareil au même de toute façon. Fait que je suis toujours pas réservée en date du 18 octobre 2016. Loyalty One dit répondre à 10 000 appels par jour. Elle affirme avoir embauché plus de 100 agents depuis juillet et formé plus de 400 employés. Alors, pourquoi de si longs délais en novembre? Si les gens n'arrivent pas à rendre leurs miles, ces miles vont expirer. Ça veut dire que en fait, c'est tout bénéfice pour une compagnie comme Air Miles, qui en fait reçoit de l'argent pour les miles que les gens consomment de la part des détaillants, mais là, pas de récompense à donner. Donc les coûts disparaissent quelque part. En éliminant les 1000 qui ont plus de 5 ans, Loyalty One a voulu maximiser ses profits. Mais en supprimant sa politique d'expiration, elle doit assumer des coûts qui peuvent varier de 180 à 250 millions de dollars. Finalement, la compagnie n'a-t-elle pas fait exprès pour faire perdre les 1000 à ses adhérents? C'est comme s'ils voulaient nous traîner jusqu'à la date qu'on arrive à la date butoir du 31 décembre. Vous avez cette impression-là? Absolument. Air Miles reste le programme de fidélisation le plus populaire au Canada, avec 10,7 millions d'adhérents actifs et 2,6 millions seulement au Québec. Par contre, c'est l'un des programmes les moins avantageux. En août 2015, le magazine Protégez-vous le classait en queue de peloton. C'est 0,5% de ristourne. C'est ridicule. Louis Fabien est spécialiste de la gestion expérience client au HEC Montréal. Ben, juste une cafetière Nespresso de base, là, on ne parle pas du haut de gamme, là, le modèle de base. Là, on parle de ramasser 500 miles. Mais 500 miles, c'est 10 000 d'achat. Fait qu'imaginez-vous, quelqu'un qui a un revenu moyen, là, c'est au moins 3-4 ans de consommation de toutes sortes de produits avec la carte Air Miles. Moi, j'ai été fidèle pendant des années à pouvoir accumuler ces 1000-là, puis pouvoir en faire qu'est-ce que moi je veux en faire. Puis là, on arrive aujourd'hui, puis c'est du niaisage. Finalement, Mme Jalbert est partie le 2 décembre. J'aurais préféré payer de ma poche et puis partir en vacances et puis pas avoir ces problèmes-là. Pour moi, Air Miles, c'est fini. Je fais un trait là-dessus. La semaine dernière, Air Miles a reculé. Ce qui l'a fait reculer, c'est la grogne de ses clients, bien sûr, on l'a vu, mais aussi le gouvernement ontarien, avec son projet de loi qui vise à interdire les dates d'expiration sur toutes les cartes de fidélisation. Après la pause, problème dans la cour arrière. Allez voir le notaire, allez voir l'arpenteur, vous lui poserez ces questions-là. Silence du notaire. Tout le monde était au courant depuis le début de cette servitude-là, sauf nous autres. Dans un nouveau développement résidentiel à Lévis, 3 couples nouvellement propriétaires sont frustrés. À cause d'une erreur, leur cour arrière ne leur appartient plus tout à fait. C'est clair que ça vaut pas le prix qu'on a payé. Puis le sentiment de cette fête bernée, ça n'a pas de prix non plus. Là. Moi, j'aurais pas acheté ce terrain-là si j'avais su, et je pense qu'eux non plus. Ou s'ils avaient choisi ce terrain, ça n'aurait pas été au même prix. Personne n'a dit la vérité. On l'a jamais eu, la vérité? On n'a jamais eu la vérité. Dans ce nouveau quartier résidentiel de Lévis, 3 familles se posent de sérieuses questions. Pourquoi, au moment de l'achat de leur terrain, personne ne leur a dit que des tuyaux étaient enfouis derrière chez eux? Et surtout, qu'une très large servitude serait concédée à la ville pour lui permettre de venir creuser dans leur cour afin d'entretenir ces infrastructures.
Vous partez de la ligne de terrain, le 5 mètres, arrive ici. Donc, c'est environ les 3/4 de la piscine qui sont sur la servitude. Marcel Coulombe et Jacques Bérubé n'avaient pas le droit de placer leur piscine sur une servitude. Mais ils en ignoraient totalement l'existence lorsqu'ils ont acheté leur terrain en janvier 2015. Est-ce que le vendeur vous parle d'une servitude concernant un tuyau enfoui ici? Jamais. 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 Leur vendeur, c'est la compagnie Le Boisé du Saint-Laurent, secteur Roque-Pointe, dont le président est l'homme d'affaires Marc Vaillancourt. Nous avons découvert, dans une entente signée en 2013 entre la ville et ce promoteur, que les tuyaux apparaissaient clairement sur les plans du quartier et que la servitude y était déjà prévue. Mais le problème, c'est que personne n'en a parlé et que certains terrains ont été vendus avant que cette servitude ne soit enregistrée officiellement fin 2015, avec pour conséquence que la piscine des Coulombe-Bérubé pourrait être détruite à tout moment à leurs frais si la ville devait intervenir pour réparer les tuyaux. En fait, là, si nous l'avait dit qu'on avait cette servitude-là sur notre terrain, là, on n'aurait jamais investi cet argent-là ici, sur ce terrain-là. À 3 terrains de là, Sébastien Pelletier et Karine Richard ont aussi appris la présence d'une servitude de 6,5 mètres dans leur cour arrière après sa publication au registre foncier. Ils avaient déjà construit leur maison, mais pas encore leur piscine. Après le patio de béton que vous voyez là, c'est la servitude commencée là, donc on n'avait plus de possibilité de mettre de piscine sur notre terrain. Là. Une partie de leur problème est maintenant réglée. À l'automne 2016, la ville de Lévis a finalement décidé de leur permettre d'installer une piscine derrière chez eux, au-dessus des tuyaux, et ce, malgré la servitude. Mais il y a des conditions. À nos risques et périls. C'est à nos risques et périls. S'il y a intervention de la ville au niveau de la tuyauterie souterraine, c'est nous qui pouvons défrayer les coûts pour la reconstruction de notre derrière de maison. Même genre d'entente chez les Coulombe-Bérubé qui pourront conserver leur piscine. Mais la question maintenant, c'est que va-t-il arriver quand ils vendront leur propriété? Notre terrain, il n'a pas la valeur qu'on a payée. Puis nous, quand on va vouloir vendre, on va être pris avec ce problème-là. Fait que c'est sûr qu'on va être obligé de vendre à perte. On ne peut pas passer sous silence des faits aussi importants que la présence d'une conduite qui traverse la cour de quelqu'un puis qui sera ensuite matérialisée là, par une servitude, parce que ça a une incidence sur l'acquéreur. Maître François Brochu enseigne aux futurs notaires et aux futurs arpenteurs géomètres à l'Université Laval. Il y a eu une erreur ici. Le silence du promoteur a dégénéré, a provoqué une erreur, a fait en sorte que les gens ont acheté à des conditions défavorables pour eux, désavantageuses pour eux. Le promoteur Marc Vaillancourt a accepté de nous rencontrer. Nous avions plusieurs questions à lui poser. Depuis quand connaissez-vous l'existence du tuyau et de la servitude? Depuis la première journée. Lorsque vous écrivez dans les actes de vente qu'il n'y a aucune autre servitude de connue, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous étiez au courant? Non, je pense que vous n'avez pas bien vu les actes de vente. Vous irez voir le notaire. Regarde, moi, c'est un débat que je ne veux pas m'avancer là-dedans. Allez voir le notaire, allez voir l'arpenteur, vous lui poserez ces questions-là. On termine ça là. Qui est responsable? Qui aurait dû prévenir les acheteurs? Dans les offres d'achat, le promoteur Marc Vaillancourt oblige ses clients à utiliser les services du notaire Guy Lessard et de l'arpenteur Alain Gosselin de la firme Groupe Giroux. Est-ce que ces deux professionnels ont bien fait leur travail? On s'est fait imposer le notaire du promoteur, on s'est fait imposer l'arpenteur du promoteur. Aucun des intervenants professionnels qui étaient dans le dossier nous a parlé d'une telle servitude éventuellement. Tout ce que la Ville pouvait faire, elle, ce qui était en son pouvoir, nous l'avons mis sur la table pour régler la situation, pour permettre que le dossier avance. Du côté de la Ville de Lévis, on ne souhaite pas que ce dossier traîne en longueur. Nous, on a une attente très ferme à l'effet que le promoteur et les autres professionnels qui sont impliqués au dossier prennent leur responsabilité, la responsabilité qui leur revient pour aider les citoyens. Chez nous, on veut un développement qui se fait de façon responsable. Oui, Maître Guy Lessard. Nous avons joint le notaire Guy Lessard pour comprendre son rôle dans ce dossier. Il n'a jamais voulu nous rencontrer. Même chose avec l'arpenteur Alain Gosselin et la firme d'arpenteurs géomètres Groupe Giroux. Là aussi, on ne répondra pas à nos questions. Retour dans le quartier chez une troisième famille. Julie Hervé et Éric Martineau ont dû coller leur piscine sur la maison et sacrifier toute une partie de leur cour en raison de la servitude. Ils ont voulu trouver un terrain d'entente avec le promoteur.
On a tenté de faire une rencontre à l'amiable avec justement là, M. Vaillancourt, un assistant à lui, la firme d'arpenteur. Lors de cette rencontre-là, c'était clair que tout le monde était au courant depuis le début de cette servitude-là, sauf nous autres. Alors que nous poursuivions notre enquête, une surprise nous attendait. Marc Vaillancourt accepte à nouveau de répondre à nos questions. Vous êtes le promoteur, c'est vous qui vendez les terrains. Assumez-vous une part de responsabilité? J'ai comme 100% part de responsabilité dans tout ça. Ce qui me frustre un peu dans ça, c'est qu'on fait affaire avec des professionnels, que c'est leur job de faire en sorte que tout soit correct dans nos dossiers. Puis je me rends compte que ça s'est pas bien fait. Il blâme tout d'abord l'arpenteur qui, du jour au lendemain, a cessé d'indiquer la présence des tuyaux et de la servitude dans ses plans. C'est comme un dossier qui a comme glissé. Là, quand on dit qu'un dossier dérape, là, ben ça, il y a dérapé d'aplomb. Est-ce que l'arpenteur vous a parlé d'une servitude pour un tuyau ici à un moment donné? Jamais. Jamais. C'est incompréhensible. Nous avons mis la main sur un plan préparé par l'arpenteur Alain Gosselin en 2014 qui indique clairement qu'une servitude pour des tuyaux est prévue à cet endroit. Et puis, en 2015, plus de traces de la servitude dans les certificats d'implantation et de localisation des maisons préparés par lui et ses collègues du groupe Giroux. Si l'arpenteur avait su que des conduites traversent le terrain des acquéreurs, il aurait dû le signaler au certificat de localisation et au certificat d'implantation. Il aurait dû mentionner que des servitudes sont projetées ou qu'il existe des tuyaux. Maintenant, le notaire Guy Lessard. Que savait-il au juste? De mémoire, oui, j'ai parlé au notaire de cette servitude-là. Mais quand? De mémoire, c'est avant que les terrains commencent à se notarier. Comme notaire, on doit absolument s'assurer que tout le monde sache que le tuyau est là. Donc, si le notaire l'avait su, il aurait fallu qu'il propose au promoteur de rédiger dès maintenant, sans tarder, des actes de servitude et qu'il les publie au registre foncier. D'un, je voudrais pas être dans ses culottes. Il m'a confirmé qu'il est vraiment mal à l'aise dans tout ce dossier-là. Il y a eu vraiment une négligence et une lenteur dans tout le dossier. C'est pas normal qu'il se passe une année entre tout le début de la servitude et la fin de l'enregistrement. C'est pas normal, là. Dans ce dossier, nous avons découvert plusieurs anomalies attribuables au notaire Guy Lessard, dont la plus étonnante est celle-ci. Dans l'acte de servitude, le notaire écrit noir sur blanc que Sébastien Pelletier et Karine Richard étaient dans son bureau le 10 novembre 2015 pour signer une procuration spéciale afin que Marc Vaillancourt devienne leur mandataire. C'est faux. Aucune procuration a été signée en faveur de Marc Vaillancourt, contrairement à ce que la servitude qui est enregistrée devant le notaire confirme. Vous n'étiez pas là? On n'était pas là, on était à l'extérieur du Canada. C'est aussi simple que ça. Cette journée du 10 novembre 2015, ils étaient en vacances en Floride. Comment tout cela va se terminer? Ça, c'est sûr qu'il va y avoir une entente. Ces gens-là dans le fond, ont raison de demander une réclamation. Bien, je me rends compte qu'il y a eu vraiment des erreurs des professionnels. Puis, ils vont avoir à assumer leur erreur. Puis, il va y avoir un règlement qui va se faire. Un des couples que vous avez vu dans le reportage a demandé qu'on fasse enquête sur ce notaire. Mais le syndic de la Chambre des notaires a conclu qu'il n'y a pas matière à porter plainte contre lui. Toutefois, le couple qui a découvert le faux document, lui, n'a pas encore porté plainte. Il n'a pas pris sa décision. Par ailleurs, tous espèrent un geste du promoteur pour en arriver à un règlement à l'amiable. Oh, oh, oh! Vous regardez la facture! Un chauffeur de taxi qui vous demande des frais supplémentaires illégalement s'expose à une lourde pénalité. Malgré ça, certains s'essayent aux petits extras. Voici le fin mot de l'histoire. La famille de Sébastien revient de voyage. Après 14 heures de vol, tout ce que souhaite Sébastien, c'est de prendre un taxi pour rentrer chez lui.
comme la petite famille a beaucoup de bagages, Sébastien choisit une fourgonnette. Mauvaise surprise. Le chauffeur de taxi demande des frais supplémentaires de 20 $ pour baisser la banquette et charger le véhicule. Sébastien est estomaqué. Payer plus cher pour un extra, est-ce légal? Non, monsieur. Les chauffeurs de taxi ne peuvent pas exiger un sou de plus que le montant inscrit au compteur. Tous les frais de l'industrie du taxi sont réglementés. Mais attention, c'est valable pour le Québec. C'est le cas aussi en Colombie-Britannique, mais pas en Ontario. Sébastien, lui, a donc plusieurs recours pour dénoncer la situation. Contrôle routier Québec, Bureau du taxi à Montréal, Commission des transports du Québec. Le fin mot de l'histoire, ne vous faites pas prendre pour une valise à cause de vos bagages. La semaine dernière, nous vous avons dit que la propriétaire d'un service de garde en milieu familial subventionné ne peut pas vous réclamer la contribution de base de 7,55 $ par jour lorsqu'elle est en vacances. Vous avez été nombreux à réagir. Et il est vrai que ce type de service de garde ne peut pas vous réclamer ses frais. Sauf que, il faut préciser qu'à titre de travailleuse autonome, les éducatrices peuvent réclamer des frais supplémentaires si elles l'ont stipulé dans l'entente de service que les parents ont signée. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous laisse avec un extrait de la prochaine émission. Un champignon dévastateur qui se répand trop vite. C'est tout le Québec qui est menacé par cette problématique-là. La mérule, des ravages, mais toujours aucun recours.